J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Dale Carnegie dans le but d'écrire un article à son sujet. Voici ce qu'il m'a répondu en me gratifiant d'un clin d'œil quand je lui ai demandé à quoi il attribuait son succès. Jeune homme, avant de répondre à votre question, voulez-vous, s'il vous plaît, me définir le mot succès? Lorsqu'il a perçu mon embarras, il a poursuivi. Quand vous parlez de succès, vous faites allusion à mon argent, n'est-ce pas? Ce que je lui ai confirmé. L'argent était en effet le terme par lequel la plupart des gens mesuraient le succès. Il a rétorqué. Eh bien, si vous voulez savoir comment j'ai obtenu mon argent, si c'est ce que vous appelez le succès, je répondrai à votre question en disant que nous avons un cerveau collectif dans notre entreprise. Il est formé de plus d'une vingtaine d'hommes qui assurent mon soutien personnel. Administrateurs, directeurs, comptables, chimistes et autres associés indispensables. Personne dans ce groupe n'est le cerveau collectif dont je parle, mais la totalité de ces esprits coordonnés, organisés vers un but déterminé, œuvrant dans un climat de coopération harmonieuse, constitue la puissance qui me procure mon argent. Chacun agit au meilleur de ses compétences et il le fait mieux que quiconque. Cet entretien a fait naître instantanément l'idée à partir de laquelle ce cours a germé dans mon esprit. Mais elle n'a pris racine que plus tard. Cette entrevue a marqué le début de mes recherches qui m'ont conduit à la découverte du principe du génie organisateur. J'avais entendu les paroles de M. Carnegie, mais ce sont les nombreuses années de contact fréquent avec le monde des affaires qui m'ont fourni les connaissances nécessaires me permettant d'assimiler ses propos et de saisir clairement le sens du principe sur lequel il s'appuyait et sur lequel j'ai édifié ce cours, un simple effort organisé. Le groupe de travail de Carnegie constituait un génie organisateur si bien amalgamé, si bien coordonné, si puissant, qu'il aurait pu accumuler des millions de dollars pour M. Carnegie dans à peu près n'importe quel genre d'entreprise commerciale ou industrielle. Celle de l'acier, dans laquelle cet esprit était engagé, n'était qu'un choix fortuit, car ce génie organisateur aurait pu accumuler le même capital s'il avait dirigé son action dans une entreprise minière, bancaire ou dans un commerce d'alimentation, pour la simple raison que cet esprit était généré par la puissance. À votre tour d'obtenir cette forme de puissance, une fois que vous aurez organisé les facultés de votre esprit et que vous vous serez rallié à d'autres esprits bien organisés, dans la réalisation d'un but clairement défini dans votre vie. Suite à l'élaboration de ce cours, j'ai vérifié auprès d'anciens associés de M. Carnegie comme quoi il existait bel et bien une loi du génie organisateur dans son entreprise et qu'elle constituait la principale source de son succès. M. Charles M. Schwab, qui le connaissait mieux que personne, m'a décrit de façon très précise ce petit quelque chose dans la personnalité de M. Carnegie qui lui avait permis de s'élever à des sommets si prodigieux. C'était un homme exceptionnel, doté d'une imagination débordante, d'une intelligence vive et d'une compréhension instinctive. Vous sentiez qu'il explorait vos pensées et enregistrait tout ce que vous aviez déjà fait ou pouviez faire. Il semblait deviner votre prochaine parole avant même que vous l'ayez pensée. L'agilité de son cerveau était fascinante, et son aptitude à observer si attentivement tout ce qui l'entourait lui a procuré une réserve de connaissances sur des sujets innombrables. Mais sa qualité exceptionnelle, son don naturel, résidait dans sa puissance à inspirer les autres. Sa confiance irradiait autour de lui. Si vous discutiez de certains doutes que vous ressentiez, il pouvait instantanément les dissiper ou en signaler les failles, ce qui vous revitalisait aussitôt. Cette aptitude à attirer les autres, pour les stimuler ensuite, constituait sa principale force. Les résultats de son leadership furent remarquables. Jamais auparavant dans l'histoire de l'industrie, un homme n'avait pu construire un tel empire, et cela sans comprendre tous les détails mécaniques, ni prétendre aux connaissances techniques concernant son domaine, l'acier ou l'ingénierie, qui a été capable de bâtir une telle entreprise. Cette dernière phrase de M. Schwab corrobore la théorie du génie organisateur, à laquelle j'attribue la principale source de la puissance de M. Carnegie. Il confirme également que M. Carnegie aurait pu connaître la même réussite dans une autre entreprise que les aciéries. Il est évident que ce succès était dû à la compréhension qu'il avait de son propre esprit et de celui des autres, et non pas à la simple connaissance de l'entreprise de l'acier. Cette théorie est des plus réconfortantes pour ceux qui n'ont pas encore réalisé un grand succès
car elle démontre qu'il est essentiellement une question d'application adéquate et régulière de certains principes et lois. M. Carnegie avait appris comment appliquer la loi du cerveau collectif, ce qui l'avait rendu apte à organiser les facultés de son esprit, de celles des autres, et de coordonner le tout derrière un but clairement défini. Tout stratège, qu'il s'agisse de la finance, de la guerre, de l'industrie ou d'autres métiers, comprend la valeur d'un effort coordonné, organisé. Le stratège militaire comprend l'importance de semer la discorde dans les rangs ennemis afin de briser leur puissance de coordination. Lors des 2 grandes guerres, les effets de la propagande ont constitué une désorganisation beaucoup plus destructive que la puissance des fusils et des explosifs. L'un des moments les plus décisifs de la Première Guerre mondiale s'est produit quand les forces alliées ont été placées sous la direction du maréchal français Ferdinand Foch. Certains historiens militaires prétendent que cette initiative a signifié le destin funeste des armées ennemies. Tout viaduc de chemin de fer illustre bien la valeur de l'effort organisé, car il démontre efficacement comment des milliers de tonnes peuvent être portées, par un nombre relativement peu élevé, de barres et de poutres d'acier placées de telle sorte que le poids soit réparti sur l'ensemble. Il y avait une histoire à propos d'un père qui avait 7 fils qui se querellaient sans cesse. Un jour, il les a réunis pour leur montrer à quoi ressemblait leur manque d'effort coopératif. Il avait préparé un paquet de 7 bâtons qu'il avait soigneusement attachés ensemble. À tour de rôle, il leur a demandé de prendre la botte et de la casser. Chacun a essayé en vain. Puis, il a coupé les cordes, a donné un bâton à chacun de ses fils, lui demandant de le briser sur le genou, ce qu'ils ont tous réussi à faire sans peine. Après quoi il leur a dit « Quand vous travaillez ensemble, dans un esprit d'harmonie, vous ressemblez à la botte de bâton et personne ne peut vous vaincre. Mais quand vous vous querellez, n'importe qui peut vous vaincre, un à la fois. » La leçon de ce père et de ses 7 fils querelleurs peut s'appliquer aux membres de toute communauté, aux employés et employeurs de n'importe quel milieu de travail ou à toute nation de la planète. L'une des principales tragédies de notre époque, axée sur la soif d'argent, réside dans le fait que si peu de gens soient engagés dans le travail qui leur conviendrait le mieux. L'un des objectifs de ce cours est de vous aider à trouver votre voie dans le monde du travail, où prospérité matérielle et bonheur peuvent cohabiter harmonieusement. Pour atteindre ce but, les diverses leçons sont conçues pour vous permettre de dresser l'inventaire de vos dons et forces non encore exploités, afin de réveiller en vous l'ambition, la vision et la détermination pour aller de l'avant et réclamer ce qui vous appartient de droit. Avant le succès qui a propulsé Henry Ford vers des sommets inégalés, il travaillait dans un atelier avec un compagnon plus compétent que lui. Cet homme a continué le même genre de travail, encaissant des gains inférieurs à ses compétences, alors que Ford est devenu l'homme le plus riche du monde. La différence marquante, en termes de réussite matérielle, qui séparait ces 2 hommes, réside dans le fait que Ford avait compris et appliqué le principe de l'effort organisé, alors que l'autre s'était contenté de bien faire son travail. À Shelby, en Ohio, alors que j'écris ces lignes, pour la première fois dans l'histoire, ce principe d'effort organisé est en voie de s'appliquer afin de rapprocher plus étroitement les églises et les entreprises de la communauté. Les ecclésiastiques et les hommes d'affaires ont formé une alliance, avec le résultat que presque chaque église de la ville appuyait un homme d'affaires et vice-versa. Cela a eu pour effet d'améliorer le financement des églises et des entreprises au point d'enrayer tout échec, quel que soit le domaine, car les autres membres de l'Alliance ne l'auraient pas permis. Cet exemple illustre bien les résultats qui peuvent être atteints quand des groupes d'individus s'unissent dans le but de placer la puissance combinée du groupe derrière chaque individu. Cette alliance a apporté des avantages matériels et sociaux à la ville de Shelby, comme en jouissent peu d'autres villes de son importance en Amérique. Le plan a fonctionné si efficacement et d'une façon si satisfaisante qu'un mouvement est maintenant en cours pour l'étendre dans d'autres villes à travers l'Amérique. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.